Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un cours de psychologie médicale qui va porter sur le stress et les maladies psychosomatiques. Donc le cours, on va voir ça va être quoi les conséquences un petit peu d'accord du stress et des maladies psychosomatiques. Donc les maladies qui vont être en rapport avec la santé mentale et qu'est-ce qu'elles vont causer au niveau donc du corps somatique. On va d'abord commencer par une introduction / définition. Donc, les maladies psychosomatiques intéressent aujourd'hui les plus grands scientifiques. C'est un sujet très à la mode ces derniers temps. Dans l'Antiquité, donc avant, on a su que les sentiments et les émotions avaient un retentissement sur le corps. Mais il a fallu attendre les progrès de la médecine moderne pour établir l'existence des mécanismes par lesquels l'émotion était à l'origine d'une maladie, avec ses caractères, son niveau et son évolution propre. Donc on a toujours su un petit peu quelque part que les émotions déclenchaient des maladies. Par exemple, zaf bezaf, une très grande tristesse prolongée, d'accord, une tristesse chronique. Donc on a toujours su que ça provoquait des maladies, mais mal le progrès d'Oka, exactement le mécanisme de la maladie et comment il va agir au niveau somatique. Donc elle se caractérise par des symptômes physiques, d'accord? Donc elle se caractérise par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles. Qu'on dise émotionnelles ou qu'on dise affectives, c'est la même chose, d'accord? Donc les émotions, elles vont carrément se transformer en symptômes physiques, d'accord, qui vont donc du coup faire du mal à l'organisme, au système physiologique, etc. Donc les maladies psychosomatiques illustrent le lien, ça veut dire représente, qui existe entre le système nerveux et le système immunitaire. Donc on va voir plus en détail de la relation. La maladie se fait l'écho d'un état d'angoisse ou de détresse morale. Ça veut dire que en fait, le stress, la détresse morale, donc du coup, que ce soit un stress, que ce soit une angoisse, de l'anxiété, etc., elle va être un petit peu canalisée à l'intérieur du corps. La maladie, c'est ce qui va être un petit peu le système d'alarme, d'accord? Donc l'écho, ça va être l'alarme, qui va indiquer que à l'intérieur de ce corps, ça ne va pas, il y a beaucoup de stress, etc., et qu'il faut extérioriser et arrêter le stress. Le terme psychosomatique désigne des affections relevant une partie ou en totalité des facteurs psychologiques conscients et le plus souvent inconscients. Donc, ça veut dire que psychosomatique, ça va en fait... des fois, on est conscient qu'on est stressé et que du coup, on sait que par exemple, qu'on a au dos, c'est dû à notre stress. Mais parfois, et la majorité du temps d'ailleurs, c'est inconscient, d'accord? Donc, avec le stress, en fait, on va en quelque sorte le refouler. On va vouloir le cacher au fond de nous, on va vouloir l'oublier, etc. C'est vrai qu'on l'oublie, mais il est toujours là, c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé le problème. Et vu qu'il est toujours là, mais qu'on ne s'en souvient pas trop et qu'on n'en fait plus trop attention, il troll donc du coup l'inconscient. L'inconscient pour le psychique, certes, mais l'organisme, il va quand même continuer à souffrir, d'accord? Parce qu'il subit une certaine pression. Donc, ces affections sont une conséquence du stress émotionnel dont les mécanismes neuro-hormonaux commencent à être entrevus, d'accord? Donc, on va voir comment est-ce qu'ils sont entrevus. Les conceptions du trouble psychosomatique s'inspirent de deux écoles de pensée. Quand on dit deux écoles, on veut dire par là madhahib, d'accord? C'est pas vraiment des écoles. Donc, les conceptions du trouble psychosomatique s'inspirent de deux écoles de pensée. Donc, on va voir les deux manières de penser. Les troubles somatiques et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, on a deux écoles. L'école psychanalytique et on a l'école cognitivo-comportementale. D'accord? Donc, on va d'abord commencer par l'école psychanalytique. Elle met en avant le rôle prévalent de l'inconscient dans le déterminisme des manifestations corporelles. L'inconscient il va être responsable de beaucoup de dommages dans notre corps, d'accord? Donc il met en avance il est déterminant, d'accord? Donc il est super important des manifestations corporelles. Par contre, l'école cognitivo-comportementale, elle fait jouer un rôle majeur à
l'apprentissage et aux croyances, d'accord? Donc à l'apprentissage et aux croyances, c'est assez important de savoir chaque école sur quoi elle se base. Donc l'école psychanalytique Rodnablik, elle met en avant le rôle prévalent de l'inconscient, d'accord? Elle utilise l'inconscient pour expliquer les troubles psychosomatiques. Pour l'école cognitivo-comportementale, non, ils disent Billik, l'apprentissage et aux croyances. Ça veut dire que si la personne, elle croit vraiment au fait que le stress, disons des symptômes physiques, elle va les avoir. Si elle n'y croit pas vraiment, mais pour l'école psychanalytique, elle dit tout l'inverse. Même si la personne ne sait pas, elle va quand même ressentir avec le stress, d'accord? Donc l'inconscient, il va continuer d'agir. Donc c'est important de savoir tout ce qui est surligné en jaune en ce qui concerne les deux écoles. Donc là, on dit que le terme trouble psychosomatique peut être appliqué à l'un des domaines suivants. Ça veut dire qu'on va appeler trouble psychosomatique tout ce qui va suivre, d'accord? Donc ça peut être des symptômes physiologiques considérés comme entièrement causés par une détresse psychologique, d'accord? Donc ça peut être juste psychologique et avoir des répercussions sur l'organisme. Là, le mot entièrement est très important. On peut aussi parler de troubles psychosomatiques pour des troubles physiologiques dont l'étiologie ou l'évolution est seulement affectée par la détresse psychologique. Donc ça peut être quelque chose qui est entièrement causé par la détresse psychologique ou ça peut être affecté. Donc ça veut dire que la maladie, elle est déjà là, mais que le stress, il va venir l'aggraver. Ça peut être aussi des symptômes pseudoneurologiques qui n'ont pas de signes organiques associés, d'accord? Donc, psychologie de la douleur normalement. Donc, ce sont des symptômes qui sont pseudo-neurologiques, d'accord, qui n'ont pas vraiment une réelle origine organique et qui n'ont pas donc du coup de signes organiques associés. On ne pourra les associer à aucune maladie, disons, un petit peu réelle qui existe. On peut aussi nommer troubles psychosomatiques tout le stress et ses effets sur les systèmes organiques et le comportement qu'on va voir un petit peu plus tard. D'accord? Donc c'est aussi considéré comme des troubles psychosomatiques. On peut aussi parler de troubles psychiatriques, d'accord? Donc les troubles psychiatriques avec de forts corrélats physiologiques, on va aussi le voir plus tard. On peut appeler aussi ça, ce sont des comportements face à la maladie et attitudes envers la santé, y compris l'adaptation et l'observance du traitement. On en a parlé, le cours, tu as la prescription, ta psychologie de la prescription, d'accord? Donc ça peut aussi être un comportement face à la maladie. Donc on en a aussi parlé, je pense, annonce d'une maladie grave. Donc les troubles psychosomatiques, ils peuvent aussi survenir quand le patient apprend qu'il est malade, d'accord? Donc du coup, mais le fait qu'il ait dit que la pression, qu'il sache maintenant qu'il est malade, des signes donc mais en gros c'est un petit peu lui qui a provoqué donc les signes avec le stress qu'il s'est infligé, d'accord? Donc comportement face à la maladie et attitude envers la santé, y compris l'adaptation et l'observance du traitement. L'observance, on a encore une fois, c'est à quel point le patient il va suivre son traitement, d'accord? Ça peut aussi être dit donc les troubles psychosomatiques peuvent aussi être dits de détresse psychologique, d'accord, qui est causée par une maladie chronique. Quand une maladie chronique, donc elle évolue dans le temps, d'accord, donc elle accompagne la personne dans sa vie de tous les jours, elle peut aussi lui causer un certain stress et donc lui causer ce genre de maladie psychosomatique. Donc si on veut un petit peu parler de l'historique des maladies psychosomatiques, la première fois il a été utilisé par monsieur Einroth en 1818, c'est vraiment pas important tout ça, mais l'invention de la psychanalyse a été faite par Freud qui, nous avons dit, est un neurologue qui s'est beaucoup intéressé à la psychiatrie, d'accord? Donc c'est à partir de ce moment-là un petit peu que la psychiatrie, elle a commencé à se distinguer un petit peu de la neurologie. Voilà, c'est un petit peu, disons, le truc un petit peu important qu'il y avait à dire ici. Maintenant, on va parler de la notion d'événement de vie, d'accord? Donc, le concept d'événement de vie, il qualifie l'impact d'événements stressants obligeant à un effort d'adaptation pour recouvrer un équilibre antérieur. En fait, l'être humain est en équilibre avec la pression qu'il subit à l'extérieur, d'accord? Donc, entre le mental de l'être humain
et la pression qui est subie du monde extérieur, il y a un certain équilibre qui l'aide à garder la tête froide, disons, d'accord? Quand il y a rupture de l'équilibre, on aura également des troubles psychosomatiques, d'accord? Donc il va commencer à subir un certain stress, une certaine pression, il va devenir anxieux, etc. Ça peut être dû à des événements de vie, d'accord? Donc des événements de vie, ok? Donc ça peut être dû à des événements de vie. Donc qu'est-ce qu'on appelle événements de vie? Impact d'événements stressants obligeant à un effort d'adaptation. Donc son équilibre, il va être un petit peu perturbé et il va avoir un petit peu de mal à retrouver l'équilibre de base. Les événements majeurs éprouvants, donc ça peut être des événements qui sont éprouvants, d'accord, donc très émotionnels, traumatisants, pouvant entraîner un traumatisme majeur. Beaucoup de traumatismes font que l'équilibre, il va être un petit peu rompu d'une certaine manière. Les événements mineurs représentés par les soucis, d'accord, dont l'effet cumulatif peut entraîner une situation de stress et un trouble psychosomatique. Donc, en fait, l'accumulation de petits soucis en donne un gros, d'accord? Et quand on aura le gros problème auquel la personne sera confrontée, ça va un petit peu la stresser, d'accord? Donc on aura un gros souci. Ça va la stresser, elle sera un petit peu sujette à une pression, d'accord? Et donc on aura des troubles psychosomatiques qui vont en résulter. Très bien. Ça peut aussi être dû à des événements anciens, d'accord? Donc ça peut ne pas juste être nouveau, ça peut être dû à des événements anciens, donc précoces, qui sont apparus vraiment très tôt dans la vie de l'enfant, d'accord? Donc beaucoup de traumatismes qui datent depuis l'enfance, en fait, sont responsables de troubles psychosomatiques bien plus tard quand la personne, elle grandit. Ils sont repérés comme traumatisants, d'accord? Donc, ils sont repérés comme traumatisants, lorsqu'ils comportent une perte, un éloignement ou un décès de l'un des parents surtout, et en particulier de la mère. Ça laisse vraiment beaucoup de dégâts, d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un petit peu daddy issues et mommy issues. De nos jours, je sais que c'est un petit peu vulgarisé la société, c'est un petit peu la nouvelle mode, mais c'est quelque chose de très réel et il ne faut pas plaisanter la face. Donc, s'il n'y a pas de personne de substitution, donc une personne qui va un petit peu remplacer, d'accord, aide la perte, un petit peu faire le rôle de la personne perdue, que ce soit de la mère et du père, ils aboutissent à une vulnérabilité, d'accord? Ça veut dire qu'ils vont se sentir impuissants, qui se manifestent surtout chez l'adulte par des états dépressifs lors des situations de stress. Les enfants qui ont grandi avec un manque, ils ne pourront pas gérer les situations pressantes, situations stressantes, qui vont les amener vers des états dépressifs, donc des états de détresse. À présent, on va parler des facteurs de personnalité. Des gens qui ont ce genre de troubles psychosomatiques, d'accord? Donc, ce profil de personnalité, on dit qu'il est caractérisé par une hyper-réactivité au stress. Ça, c'est très important à savoir faire le cours. Ça veut dire que les gens Hadouma, ils auront des réactions exagérées au stress, d'accord? Donc, ils vont beaucoup dramatiser, etc. Ils déterminent la survenue de pathologies somatiques et de pathologies psychosomatiques. Donc, on peut avoir carrément des pathologies qui vont être au niveau psychique et des pathologies qui peuvent être au niveau physique, mais l'hyperréactivité au stress, d'accord? Elle est caractérisée par la célérité, donc la rapidité de l'action, la compétitivité, l'investissement professionnel majeur, la modestie de la demande d'aide et une agressivité éventuelle contenue. Donc pour la première, elle est caractérisée par la vitesse de l'action, la vitesse dans l'action plutôt, c'est juste la rapidité à faire quelque chose. La compétitivité, ils vont toujours se sentir en compétition à d'autres personnes, ils sentiront toujours qu'ils ont quelque chose à prouver. L'investissement professionnel majeur, à quel point ils vont s'impliquer et s'investir dans le khadma dialhom. La modestie de demande d'aide, généralement c'est des gens qui ont vraiment du mal à demander de l'aide, d'accord? La modestie, ça ne veut pas dire avoir du mal, c'est l'inverse. La modestie, c'est que être broche, disons, un petit peu en quelque sorte, d'accord? Donc, si la personne, elle demande de l'aide facilement, donc, la modestie de la demande, c'est bien, mais il y a des gens qui mettent la modestie de la demande d'aide, et c'est majoritairement le cas
des personnes qui ont des troubles psychosomatiques. On peut aussi avoir une agressivité éventuelle contenue. Vous allez voir que c'est des gens qui sont très violents. Dès que vous allez leur parler, vous allez juste dire bonjour, la personne, elle sursaute, elle répond un petit peu agressivement, etc. Donc, c'est aussi l'un des signes. La notion de coping ou d'adaptabilité. Donc, c'est comment est-ce que la personne, elle va faire face, l'aide, les mécanismes, d'accord? Donc, coping, ça veut dire to cope. Donc, adaptabilité et compensation un petit peu. Le coping est qu'on a la capacité à faire face, d'accord? Donc, le coping est la capacité à faire face. Il est lié à l'évaluation subjective du sujet, à la fois de la situation et ses compétences pour pouvoir l'aménager. Donc, la notion de coping, elle va dépendre des personnes, d'accord? Donc, c'est subjectif. Subjectif, c'est tout ce qui dépend de la personne, d'accord? Et c'est l'opposé du mot objectif, d'accord? Donc, objectif, c'est tout ce qui va être vu avec le principe de réalité un petit peu, d'accord? Mais quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui dépend de la personne. Donc, il est lié à la subjectivité du sujet, à la fois de la situation, donc comment est-ce que la personne, elle va voir et elle va vivre la situation, et comment est-ce qu'elle va pouvoir l'aménager, donc comment est-ce qu'elle va pouvoir vivre et s'adapter face à la situation. Une aide de l'entourage apparaît aussi comme un mode d'adaptation. Si quelqu'un de l'entourage peut aider cette personne, ça pourrait aussi un petit peu la soulager et la faire se sentir mieux. D'accord. Donc, le concept de stress précise que le sujet est en équilibre avec son milieu, selon des capacités d'adaptation variables et en fonction des individus. C'est pas toutes les personnes qui vont s'adapter au stress de la même manière, qu'elles vont le faire facilement, qu'elles vont le faire beaucoup plus difficilement. La réaction du stress est la réponse à une sollicitation de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations stressantes dans la vie, mais savoir les gérer, c'est un petit peu savoir gérer comment est-ce qu'on peut servir notre environnement, d'accord ? Le stress pathologique correspond à une rupture d'équilibre entre le sujet et son milieu. Ça, c'est une phrase très, 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 très importante à connaître. Donc, le stress pathologique correspond à une rupture de l'équilibre entre le sujet et son milieu. C'est important à savoir. Une fois que l'individu ne peut plus gérer l'équilibre entre sa personnalité et le stress auquel il fait face, l'environnement où il vit, ça s'appellera donc du coup un stress pathologique. 3 phases de stress sont observées, d'accord? Donc le stress hindou, 3 phases. Hindou, premièrement, ça va être la phase d'alerte. Pourquoi il y a une flèche? Donc premièrement, on aura la phase d'alerte, ensuite on aura la phase de lutte et enfin on aura la phase d'épuisement, d'accord? Donc en détail. On va d'abord commencer par la phase d'alerte. Donc, il s'agit d'une réponse physiologique immédiate et brève, remarquée par la libération de catécholamines. Ça, c'est important à savoir. Au moment où le sujet commence à être sujet à un stress, on aura libération de catécholamines. D'accord? Donc, ça va être vraiment immédiat. Le rôle des catécholamines, c'est quoi? Ça va être d'anticiper l'effort avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Quand le sujet, il est donc du coup sujet à un stress, d'accord, il y aura libération des catécholamines. Pourquoi est-ce qu'on aura libération des catécholamines? En fait, c'est parce que la personne, elle se dit que le stress, elle va être... Pourquoi j'ai mis un H? Le stress, il va faire que la personne, elle sera sollicitée surtout physiquement, d'accord? Donc, les... catécholamines, voilà. Donc, le corps, en fait, il se prépare un petit peu physiquement en avance pour anticiper l'effort. Donc, il zide la fréquence cardiaque, d'accord? Donc, zide la fréquence cardiaque et zide la tension artérielle. Ok? Donc, ça, c'est important à savoir. C'est là la phase d'alerte de la réponse un petit peu de l'organisme au stress. C'est important à savoir, faire de la phase de l'information. Ensuite, la phase d'alerte est dominée par l'hypervigilance. La vigilance, ça va être le fait de surveiller, d'accord? Et l'hypervigilance, c'est l'hypersurveillance. Et c'est vraiment très mauvais pour l'individu. Donc, hypervigilance, c'est une hypersurveillance en quelque sorte.
tamshi en quelque sorte. C'est vraiment ça, mais très bien. Donc, la phase d'alerte panoblique, elle est dominée par l'hypervigilance, qui est une hyper-surveillance. On aura fait une stimulation des processus intellectuels, stimulation des processus biologiques, activation du comportement, notamment l'anticipation de l'action et élaboration d'une stratégie de réponse. La personne, aussitôt qu'elle sera soumise au stress headache, elle va déjà penser à comment est-ce qu'elle peut se sortir du stress headache, comment est-ce qu'elle pourra régler le problème, etc. Donc, c'est de l'hypervigilance. La douma, les propositions, elles sont aussi très importantes à savoir. C'est très, très, très tombable. Les QCM, ce genre de choses. D'accord. Donc, la phase d'alerte oblique, elle va être caractérisée par une libération de catécholamines immédiate. D'accord. Les catécholamines, ils vont faire que la fréquence artérielle et la fréquence cardiaque, pardon, et la tension artérielle, elles vont augmenter. On aura aussi une phase on aura aussi une hypervigilance pendant la phase. Donc, il y aura fait stimulation des processus intellectuels, biologiques et activation du comportement. D'accord. Donc, on aura toujours une anticipation de l'action. D'accord. Et de la stratégie de réponse, bien sûr. La phase de lutte. Donc, du coup, ça, c'était la première phase qui est la phase d'alerte. Donc, on va voir la phase de lutte. La phase de lutte, en fait, elle est gérée par le système hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Ça, c'est important aussi à savoir, d'accord. Donc, il prend le relais. Donc, il dit la phase d'alerte, elle a fini. Il prend le relais de la réponse précédente. Sa durée est d'environ 2 heures. Sa durée est d'environ 2 heures. Elle correspond donc à l'adaptation de la stratégie de réponse avec élaboration de nouvelles stratégies adaptatives pour recouvrer un nouvel équilibre dans l'environnement. Quand la phase d'alerte, la stratégie TH, elle ne sera pas fructueuse, disons, d'accord, donc elle ne va mener à rien du tout. Quand la phase de lutte va s'activer, on aura une adaptation de la stratégie de réponse avec, donc du coup, il va se dire, bon, la stratégie, elle n'a pas marché, on va utiliser d'autres stratégies, d'accord. Donc, on va utiliser de nouvelles stratégies adaptatives pour un petit peu retrouver l'équilibre qui a été perdu. Enfin, la troisième phase et la dernière, ça va être la phase d'épuisement, d'accord. Donc, lorsque l'adaptation dépasse les possibilités du sujet et que la réaction de stress se prolonge, apparaissent un épuisement des surrénales, une atrophie du thymus, d'autres pathologies possibles comme les ulcères de stress. Donc ça, c'est un petit peu la somatisation du stress. Donc les stratégies de compensation et d'adaptation, elles auront échoué, d'accord. Donc c'est bon, on arrive au stade d'épuisement, le stade où l'organisme est fatigué. Donc on va avoir un épuisement des surrénales, atrophie du thymus et d'autres pathologies possibles comme l'ulcère de stress. D'accord, Adouma sont importantes à savoir. Maintenant, on va parler des pathologies psychosomatiques. Donc, quelles sont vraiment les maladies qu'on peut avoir? Il y a beaucoup de maladies, d'accord, donc qui sont un petit peu détaillées, toutes les spécialités un petit peu. Donc, on va essayer de les résumer au plus possible. On juste l'essentiel fihom et puis on va passer. Donc, on va d'abord commencer par la cardiologie. La cardiologie, c'est bien connu, Fira. Il y a l'hypertension artérielle. Donc, on va prendre le stylo. Donc, on aura l'hypertension artérielle, d'accord, comme signe. Et on aura aussi les précardialgies. Donc, on aura les précardialgies. Les précardialgies qui, je rappelle, sont des douleurs au niveau du précordium, mais elles ne sont pas organiques, elles sont anorganiques, d'accord. Donc, elles n'ont pas de relation avec le cœur. C'est pas un dysfonctionnement cardiaque organique. Je suis en sémiologie. Donc, l'hypertension artérielle, on donne par exemple l'effet de blouse blanche. D'accord, il est assez démonstratif en lui-même. Donc, en gros, sous la tension artérielle le patient a très un petit peu la blouse blanche, ce qui va perturber sa tension artérielle ou tout est un petit peu anormal. C'est pour ça qu'on accepte certaines variations. D'accord, c'est pour ça qu'on accepte certaines variations de l'hypertension artérielle. Donc, le stress, le malade il stresse un petit peu quand il voit le médecin, etc. Ça s'appelle l'effet blouse blanche. C'est important à savoir. Donc, ça va un petit peu fausser l'attention du patient et ça peut carrément nous donner une HTA, d'accord. Donc mais c'est pas une véritable hypertension artérielle, c'est juste avec l'effet de stress.
L'augmentation de la tension artérielle est secondaire donc à la décharge d'adrénaline, ça c'est important à savoir, lors de la réaction du stress, c'est susceptible d'engendrer un syndrome coronarien, d'accord? Donc, on aura un stress, d'accord? Donc, on va changer. Donc, stress, on aura augmentation de la tension artérielle. L'augmentation de la tension artérielle, on a blic. Bon, alors, on va changer l'ordre. On aura une décharge d'adrénaline. D'accord? Une décharge d'adrénaline. La décharge d'adrénaline, elle va faire que la tension artérielle, elle va augmenter. Quand la tension artérielle augmente, on a une augmentation un petit peu du risque de syndrome coronarien aigu. D'accord? Très bien. Donc, voilà. Ensuite, donc, de même, l'augmentation de la fréquence cardiaque. On aura aussi une augmentation, donc, du coup, de la fréquence cardiaque, ce qui est très logique, due à cette décharge d'adrénaline. Elle peut être logique du développement d'une arythmie. Donc, ça peut aussi donner une arythmie, d'accord? Et une sensation de palpitation. Pour ce qui en est des cardialgies, donc elles sont vraiment classiques lors des situations de stress. La majorité du temps, quand les personnes qui subissent un stress pathologique, elles commencent à déclencher donc du coup le stress, elles vont avoir des précardialgies, donc c'est un signe classique, d'accord? Donc les examens complémentaires, ils sont négatifs. C'est justement à partir de ce moment-là qu'on sait que la douleur, elle est anorganique. Un des sujets anxieux, d'accord? Donc ce sont des douleurs atypiques, ce seront des douleurs un petit peu bizarres si on veut, d'accord? Donc voilà. Ça va être donc, même le cardiologue, il sait que c'est un signe de détresse psychologique et d'invalidité parce que sur le plan organique et cardiaque, tout est normal. Donc là, on va parler de en pneumologie. Donc en pneumologie, l'asthme, c'est vraiment la manifestation type, d'accord? Donc voilà, donc c'est la pathologie psychosomatique la plus fréquente en pneumologie, d'accord? Donc de vives émotions déclenchent ou donc ça c'est important à savoir, de vives émotions. Vives, ça veut dire pas si forte que ça, d'accord? Donc ça va être même de petites émotions. Elles déclenchent, donc elles causent ou elles exacerbent. Exacerbe, ça veut dire qu'elles aggravent un petit peu en quelque sorte, d'accord? Donc elles aggravent. Les crises d'asthme, d'accord? Ça c'est pas très important. Donc on aura aussi le syndrome d'hyperventilation, d'accord? Syndrome somatique fonctionnel. On constate aussi une polypnée parfois. La forme chronique, est plus difficile à diagnostiquer. La polypnée n'étant pas manifestée, il s'installe aussi une hypocapnie, d'accord? Comme on aura aussi des douleurs thoraciques, parce que l'hypocapnie va causer tout simplement les douleurs thoraciques. On aura aussi des palpitations ou une tachycardie, des vertiges, une syncope, parasthésie, dyspnée, des crampes, des tremblements, tétanie, dysphagie, éructation ou encore asthénie. Ça peut résulter seulement d'un stress, d'accord? Donc ça, c'était pour la pneumo. Donc on va voir en neurologie. Il est fréquent de constater que certains malades infectieux touchant la ninana, donc on peut avoir aussi certaines maladies infectieuses, d'accord, qui apparaissent lors d'un stress. La zona, par exemple, qui est provoquée par le virus latent, souvent localisé dans les ganglions. Donc, on aura la zona, des leukencéphalies sclérosantes aiguës, d'accord. Il accroît le risque de progression de la sclérose en plaques. Des stress majeurs sont souvent apportés chez les patients développant donc la maladie de vous avez le nom devant vous. Les accès migraineux aussi, d'accord, ils peuvent venir d'un stress. Le stress amplifie la possibilité des crises de convulsions. En cas de leukodystrophie, on était décrit un discours postpartum, d'accord, ou accident de la voie publique, donc leukodystrophie. En gastro-entérite, donc c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont des problèmes sur le plan émotionnel, ça va beaucoup se répercuter, disons, sur le plan gastrique, d'accord? Donc, surtout pendant, ça c'est très important à savoir, surtout
quand le plan émotionnel ou affectif est touché dans l'enfance ou dans l'adolescence, d'accord? Donc ça augmente le risque de développer des troubles fonctionnels digestifs. Sur le plan moteur, donc on aura la vidange gastrique, elle va être ralentie par le stress. La motricité sigmoïdienne basale, elle est stimulée, elle, par le stress aigu. Le stress, par ses effets sur le système immunitaire, a potentiellement un impact au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, les maladies psychosomatiques, c'est le lien entre le système nerveux et le système immunitaire. Le stress, par ses effets sur le système immunitaire, a potentiellement un impact au niveau de la muqueuse intestinale. De plus, en activant le système sympathique, il augmente la perméabilité intestinale et favorise des modifications du mucus. Ça, c'est aussi important à savoir. Donc, cette augmentation de la perméabilité facilite la rétrodiffusion bactérienne dans la paroi et ainsi l'accroissement des réponses immunitaires locales. Aussi, l'ulcère gastro-duodénal est favorisé par le stress, d'accord. Le stress occasionne aussi le développement des gastrites. Par contre, pour l'ulcère gastro-duodénal, il a été prouvé que la bactérie, donc l'Helicobacter pylori, elle a aussi un grand rôle dans le développement d'ILO. En gynécologie, les troubles psychosomatiques sont les plus fréquents, d'accord? Donc, ils concernent surtout les syndromes prémenstruels, les algies pelviennes idiopathiques, les vulvodynies, l'hysparonie, l'aménorrhée, la dysménorrhée. Donc, on a quand même des exemples qu'on est quand même un petit peu censé savoir. Donc, une petite lecture, ça fait pas de mal. En uronéphrologie, on aura les cystalgies sont au premier plan. Syndrome de la vessie douloureuse ou cystite interstitielle est à l'origine de cystalgie. Donc on peut également voir ici donc la dysfonction érectile chez l'homme au sein des troubles psychosomatiques. C'est aussi important à savoir. En endocrinologie, donc on aura des anomalies de la pulsatilité de la GnRH. Ces anomalies peuvent engendrer une diminution de la sécrétion de gonadostimuline et la conduire à des troubles des menstruations et des troubles de l'ovulation chez la femme. Chez l'homme, cela peut engendrer des troubles de la libido, d'accord, donc une oligoasténospermie et une infertilité. Le stress aigu engendre une sécrétion accrue de GH. Tout stress est en mesure d'être à l'origine d'un développement d'une hyperglycémie, c'est très important, intolérance au glucose et de déclencher éventuellement un diabète de type 1 ou encore le déséquilibrer si celui-ci est déjà existant. Le stress est susceptible également donc une hyperthyroïdie, d'accord, donc maladie de base d'eau, dans laquelle les mécanismes en sont clairement connus. Insuffisance surrénalienne primitive aussi. Le stress induit une sécrétion d'ACTH susceptible alors d'engendrer des stimulations exagérées des sécrétions des glandes surrénales par défaut de rétrocontrôle et donc du coup par conséquent on aura un hypercorticisme. En dermatologie, donc c'est bien connu, c'est à cause de l'acné. Donc le stress par l'intermédiaire de l'action des catécholamines induit une hypersudation. C'est bien connu, quand on stresse beaucoup, on transpire beaucoup. Plusieurs études ont mis en évidence un retard de la cicatrisation cutanée liée au stress. Le stress induit également une chute de cheveux et une mauvaise repousse. C'est connu aussi. Donc, il serait responsable de 45%. Donc, on aura aussi des poussées d'eczéma. Donc, il développe aussi un psoriasis, d'accord, qui est un psoriasis, bien sûr, stress dépendant. Il agit aussi manifestement, on a l'acné chez l'adolescent. Il est également indéniable les poussées d'herpès, d'accord. Les prurites aussi en sont une manifestation psychosomatique. Tous les types d'allergies sont susceptibles d'être de type, donc d'origine psychosomatique. C'est important à savoir. En ORL, on pourra donc du coup avoir différents troubles ou pathologies psychosomatiques. La stomatodynie, évolution souvent chronique, d'accord, donc sensation de brûlure dans la bouche, en fait c'est juste la définition de ça. On constate fréquemment pour un état anxieux ou dépressif l'existence d'une cancérophobie, d'accord. Le globulus aussi correspond à une sensation de boule dans la gorge sans dysphagie. D'ailleurs, quand on est stressé, on dit j'ai la boule à la gorge. En psychiatrie, de nombreux troubles pathologiques psychosomatiques peuvent se manifester, notamment chez les patients souffrant de syndrome
dépressifs, d'accord? Donc, c'est les plus... ceux qui vont agir le plus au niveau psychiatrique. Donc, en rhumatologie, de nombreuses pathologies auto-immunes surtout, d'accord? Donc, de nombreuses pathologies auto-immunes sont référencées comme ayant une origine psychosomatique probablement secondaire à un stress. Concernant la polyarthrite rhumatoïde, donc on voit l'existence d'événements de Villanin, donc polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'approche thérapeutique des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire comment est-ce que le médecin va faire pour les traiter et qu'est-ce qu'il va conseiller surtout. Donc, il est nécessaire d'envisager la possibilité d'une pathologie psychosomatique quand celle-ci demeure probable. Quand le diagnostic t'as une pathologie psychosomatique, il est nécessaire d'envisager que c'est vraiment possible, d'accord? Donc, l'interrogatoire, il va nous guider beaucoup plus. Tout cela dépend donc de l'âge du patient, de son sexe, parce que déjà que les femmes ils stressent beaucoup plus que les hommes, la personnalité, les facteurs de risque représentants et les antécédents particuliers, donc les événements de vie précédents. Il est nécessaire donc du coup d'éliminer tout diagnostic de syndrome dépressif ou de troubles anxieux à l'origine de nombreux syndromes médicalement inexpliqués. Si la personne n'a pas donc les symptômes, on va directement éliminer les troubles anxieux et dépressifs. Donc, on se dirigera beaucoup plus vers seulement un stress pathologique. Des traitements symptomatiques. Donc, les premiers types de traitements seront des traitements symptomatiques. On a des traitements symptomatiques, les antidépresseurs, anxiolytiques, exercices physiques, etc. On va les voir un petit peu plus tard. On commence par des traitements somatiques. Ces médicaments ont une certaine efficacité relative à leur mécanisme biologique et à leurs effets psychologiques. L'effet psychologique est d'autant plus efficace que le patient a une croyance certaine en ce type de médicaments. C'est-à-dire que les maladies des traitements symptomatiques, donc ces médicaments, ils ont prouvé leur efficacité, d'accord? Mais le patient dit de la croyance le pouvoir aide le médicament. Donc, si le patient y amène vraiment aide le médicament, il va le guérir. Le patient amène dit sa guérison. D'accord? Donc, plus le patient y croit, plus il guérit facilement. Ensuite, on parle des antidépresseurs. On parlera aussi de l'efficacité des antidépresseurs. Donc, ils sont efficaces sur des patients présentant des troubles dépressifs, certains troubles anxieux, des troubles qui sont potentiellement impliqués dans des pathologies fonctionnelles. Ils agissent entre autres sur les douleurs chroniques et également sur l'asthénie. Leur efficacité a été mise en avant sur les symptômes fonctionnels en général, notamment donc les antidépresseurs, ils ont une très très grosse action sur les céphalées, d'accord, qui sont beaucoup plus chroniques, et les douleurs du rachis, évidemment. Ensuite, on aura les anxiolytiques. L'utilisation des anxiolytiques peut s'avérer utile chez les patients présentant une anxiété majeure. Les benzodiazépines constituent une thérapeutique d'appoint, et ce sur un laps de temps restreint. Ça veut dire qu'ils donnent des résultats très 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 rapidement. L'exercice physique, ça peut aussi être un bon exutoire si on veut, donc un bon échappatoire. L'inactivité engendre un déconditionnement musculaire, d'accord? Et ce dernier favorise l'apparition de douleurs ou de fatigue lors d'un effort. Il est manifestement utile lors des syndromes dépressifs et lors de la prise en charge des troubles fonctionnels ou la symptomatologie. Donc, l'exercice physique, surtout qu'il se la fatigue et que la fatigabilité, elle devient beaucoup plus rapide. L'exercice physique, c'est un très bon remède. Les mesures hygiéno-diététiques, donc il est avant tout nécessaire de réduire ou de supprimer les consommations de psychostimulants, par exemple le café, le thé, etc. Une alimentation équilibrée est par ailleurs recommandée, surtout pour le sucre, parce qu'il a été prouvé que le sucre évite l'anxiété. Physiothérapie et kinésithérapie, donc ces techniques à court terme montrent une efficacité certaine dans la prise en charge des troubles fonctionnels. On aura donc du coup douleurs musculaires et articulaires, voient leur symptomatologie s'améliorer vraiment beaucoup d'ailleurs sous l'effet des massages, des ultrasons, de l'électrostimulation et encore de la balnéothérapie.
La relaxation, ça peut aussi être un bon domaine, d'accord? Donc, les différentes techniques de relaxation permettent de réduire certaines formes de troubles anxieux, fatigue et douleur. Traitement de choix pour un trouble psychosomatique. Cette thérapie aide les patients à trouver de nouvelles façons de gérer et de surmonter leurs problèmes. Il y a beaucoup de thérapies Hakaya qui aident à trouver des solutions alternatives. Par exemple, quand le patient il va se sentir stressé, donc son psy ou son psychologue ou son psychiatre, il va lui dire, quand vous vous sentez stressé, tu respires 10 fois, tu fais 10 fois des inspirations et des expirations profondes et ça va te calmer. Ça, c'est un exemple. Par exemple, quand tu es stressé, cuisine. Parce que la cuisine, il a été prouvé que c'est un évacuateur de stress, etc. Donc, c'est trouver, Naya, une nouvelle façon de surmonter ses problèmes, d'accord, et de gérer son stress et son anxiété. Les patients peuvent également apprendre à établir des attentes raisonnables pour la vie et reconnaître et modifier des habitudes de sentiment. Donc, c'est-à-dire que on va dire aux patients que parfois, on va un petit peu leur ouvrir les yeux, d'accord? Donc, par exemple, parfois, c'est des personnes qui ne supportent pas qu'il y ait des événements vraiment très tristes et tragiques dans leur vie de tous les jours. Donc, il faut leur expliquer que c'est tout à fait normal, qu'il y a un temps à tout, qu'après le beau temps vient la pluie et qu'après la pluie vient le beau temps, d'accord? Donc, il faut un petit peu leur faire ouvrir les yeux sur le monde actuel, disons. L'hypnose, ça a aussi montré de bons résultats, surtout dans le contrôle de la douleur, d'accord? Les thérapies familiales, parce que quand le problème, il est carrément au sein de la famille, ça peut donner beaucoup de pathologies psychosomatiques et donc on propose une thérapie familiale, où on règle le problème familial et donc ça aidera le membre de la famille ADEC à aller mieux. La médecine alternative aussi, il y a beaucoup de patients qui recourent à ce type de médecine. Cela dépend essentiellement de la croyance parce que plus le patient plus le patient il y croit en fait, par exemple, l'acupuncture, qui se révèle dans certaines efficacités, plus le patient y amène le traitement Tao, plus ça va marcher. Donc, que ce soit un traitement médical ou un traitement traditionnel, plus il y amène B, plus ça a des chances de marcher. En conclusion, on dira que depuis que l'homme est entré dans l'ère industrielle des sociétés modernes, il y a eu augmentation de la relation entre le stress et ses effets, parce que la vie professionnelle, disons que c'est un petit peu stressant, d'accord? Le stress a joué un rôle important et critique dans l'émergence de certaines maladies physiques. La complexité de la prise en charge de ces patients atteints des troubles psychosomatiques réside dans la difficulté diagnostique, parce que la majorité du temps, on ne sait pas comment est-ce que le mécanisme se fait, donc on ne sait pas comment on va soigner. Vu qu'on ne connaît pas le mécanisme, on ne sait pas comment soigner le problème d'ailleurs. Voilà, on a fini ce cours de psycho. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dirai de prendre soin de votre santé mentale parce que rien ne vaut une bonne santé mentale et on vient de le voir quand même fait le cours. Bon courage à tous.